Donc, bonjour Nicolas, donc merci de nous accorder cette interview. Au début, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous résumer un peu ton parcours? Ok, Nicolas Hoth, ancien combattant professionnel de MMA. J'ai combattu au Cage Warrior, j'ai combattu au BAMA. Avant ça, j'ai fait troisième au championnat du monde amateur de MMA. J'ai un master en STAPS, en sciences et techniques des activités physiques et sportives. J'ai deux BPGEPS en activité pugilistique et en lutte. Et j'ai un DU de nutrition. Donc en gros, je suis quelqu'un qui est passionné de sport de combat et de performance et qui a tenté au cours de sa carrière, au cours de l'évolution, d'apprendre un petit peu tous les pans de la performance, tous les volets de la performance pour mieux les comprendre et pour mieux accompagner les athlètes avec lesquels je travaille. Et donc tes premières armes dans le monde professionnel du MMA, quelles sont-elles en tant que coach? Alors, forcément, j'ai toujours quelque part un petit peu coaché, déjà au travers de mes études et au travers de ce que je faisais, des stages qu'on faisait. Ensuite, là où j'ai vraiment commencé à sérieusement coacher, c'est au MMA Factory en 2015, quand j'ai commencé à encadrer d'abord les amateurs, puis rapidement les professionnels. Je remplaçais Fernand quand il partait à l'étranger, et Dieu sait qu'il partait souvent à l'étranger. Et puis j'accompagnais sur les camps d'entraînement. Et donc dès 2015, j'ai commencé à être dans le coin d'athlètes qui combattaient dans les grosses organisations européennes, donc beaucoup de déplacements déjà à l'époque. 2016, c'est la première fois que je vais à l'UFC avec Taylor Lapillus à l'époque, à Hambourg, et que je suis vraiment investi sur le camp d'entraînement. Et puis ensuite, toutes les grosses orgas, l'UFC, le Bellator, Ares, le KSW, l'Octagone, le BAMA, le Cage Warrior. Je pense que globalement, j'ai fait toutes les plus grosses organisations du monde, sauf il me reste encore le ONE FC que je n'ai pas encore fait. Mais ça ne devrait pas être un problème, ça devrait se faire. Depuis combien de temps tu connais Nassourdine et quelles ont été vos premières collaborations? Comme je disais, Nassourdine, je l'ai rencontré au MMA Factory en 2017 quand il est arrivé avec son frère. Et moi, je me rappelle, je donnais cours le vendredi soir. C'était un cours amateur et pro. C'était le cours mixte de la semaine. On avait deux cours pro au MMA Factory et un cours amateur et pro. Et donc, je donnais ce cours. Nassour vient au cours et il y a dans ce cours Thierry Soukoudjou, donc une légende du Pride, une légende de l'UFC, qui est dans le cours. Moi, je donne le cours et j'avais entendu le nom Imavov parce que dans la salle, ça parlait beaucoup. Il venait d'arriver et il faisait déjà des dégâts. Et donc, je mets Nassourdine avec Thierry. Et Nassourdine fait un sparring super impressionnant contre Thierry. Et je me dis, mais c'est qui ce petit jeune qui vient de débarquer et qui donne du fil à retordre à une légende du MMA? Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc on a commencé à travailler d'abord ensemble sur les cours pro, les cours amateurs, etc. Lui et son frère Daguir. Et puis en 2020, avant qu'il rentre à l'UFC, c'était un été dans lequel il préparait son entrée. À la base, c'était les Dana White Contenders, ce n'était pas l'UFC qui devait préparer. Et donc moi, j'étais responsable de son camp d'entraînement pour les Dana White Contenders. Je devais me rendre à Las Vegas avec Nassour pour les Dana White Contenders. Et Fernand devait y aller pour l'UFC qui avait lieu 1 ou 2 semaines avant avec Cyril Gane. Et puis au dernier moment, il y a eu des changements. Finalement, des Dana White Contenders, il est passé à l'UFC Abu Dhabi. Cyril Gane devait combattre à Abu Dhabi, finalement ça avait été annulé. Et donc c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le coin de Nassour, dans le camp d'entraînement déjà, et ensuite dans son coin pour son premier UFC. Donc là aujourd'hui tu as été nommé head coach pour ce combat. Comment ça s'est fait? Qui a appelé et combien de temps ont duré les négociations? Nassour et moi on s'appelle régulièrement. Le truc c'est que Nassour il avait changé de numéro de téléphone. Donc on s'est croisés à quelques événements, des mariages en dehors des événements extrasportifs. On devait se voir pour manger, pour discuter, etc. Et ça ne s'est pas fait, ça tarde toujours un peu ces choses-là. Et puis, il m'envoie un message, mais moi, je ne comprends pas que c'est Nassourdine qui m'envoie le message. Je pense que c'est quelqu'un d'autre. Donc moi, en plus, je suis en déplacement parce que je coach à droite, à gauche, à l'étranger. Le truc tarde un petit peu, 1 semaine, 2 semaines. Et puis, à un moment, en fait, il met sa photo sur WhatsApp et je comprends que c'est Nassourdine qui m'a envoyé le message en me disant « c'est mon nouveau numéro ». Je l'appelle et il me dit « faudrait qu'on se voit, faudrait qu'on discute ». On se voit. Et à partir de ce moment-là, lui comme moi, on était partant pour collaborer. Ensuite, il fallait juste voir exactement où on allait travailler, avec qui, comment structurer le training camp. Et puis ça a été le travail qui a été mis en place à partir de là. Et on sait que Nassourdine a des liens très forts avec ses frères, comme tu l'as dit, et sa famille, qui fonctionnent tous à la confiance, à l'affect. Est-ce que, selon toi, c'était impossible qu'ils appellent quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Impossible, je ne sais pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la relation de confiance qui a été créée entre Nassour et moi, entre Daguir et moi, par toutes ces années,
le mode de fonctionnement de la famille fait que effectivement tout est basé sur la confiance. Et au-delà de moi, Nicolas Hoth, le head coach, que ce soit Rodrigo pour le Muay Thai, que ce soit tous les intervenants de ce camp d'entraînement, réellement ils ont été choisis par rapport à ce rapport de confiance et d'humain. Au-delà du sportif, qui est super important, mais au-delà des qualités sportives, sur le plan humain, qu'est-ce que tu peux apporter, à quel point tu as envie de la réussite de Nassour, à quel point tu es bienveillant et à quel point tu as vraiment cette volonté de t'engager dans cette réussite. Et ensemble, vous avez signé pour un ou plusieurs combats? On n'a pas signé, on s'est serré la main, c'est très bien. On n'a rien signé. Effectivement, pour l'instant, on a convenu ensemble de travailler ensemble sur ce combat et puis de voir après ce combat. Ça se passe très bien, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, mais peut-être qu'à un moment, Nassour il partira aux États-Unis ou peut-être qu'il restera en France. Ça dépend de la structure et de ce que nous, on pourra lui offrir en France aussi. Et moi, même si je suis head coach, j'aurai une position qui sera vraiment celle de privilégier la carrière de Nassour. Et si je pense qu'il sera mieux aux États-Unis, je l'encouragerai à partir là-bas. Si je pense qu'il sera mieux en France, je l'encouragerai à rester en France. Et c'est possible même peut-être une alternance entre les deux. C'est ta première mission de head coach avec Nassourdine pour un aussi gros combat. Est-ce que tu te mets la pression? Alors la question de la pression, à cause de ma position de head coach pour le camp de Nassourdine, je dirais que dans la réalité des faits, ce que je fais avec Nassour, c'est ce que je fais au quotidien avec tous les combattants que j'encadre qui sont de haut niveau et ce que je fais depuis des années. Donc, il y a une pression il y a combien de personnes qui regardent ce que je fais, c'est ce qui se passe. Il y a plus de gens qui voient ce que je fais dans le camp de Nassourdine et puis qui vont voir le jour du combat. Mais je n'ai pas la pression dans ce que je fais au quotidien parce que ce que je fais, c'est ce que je fais depuis quasiment 10 ans maintenant, 8 ans. Et je suis considéré comme quelqu'un qui le fait bien. Bien évidemment, j'ai pour volonté, je mets toute ma force, toute mon énergie pour qu'on soit au mieux pour le camp d'entraînement. Mais pour être tout à fait honnête et transparent, il n'y aurait pas les médias qui suivraient Nassour, je ferais le même travail. Je parle souvent de Delphine Benoît, que j'encadre, qui a fait les championnats du monde amateur, qui a fini 2e, qui s'est fait voler en finale. J'ai la même implication avec Delphine que j'ai avec Nassour parce que c'est le cœur qui parle et la volonté de faire du bon travail. C'est toi qui as constitué l'équipe qui t'entoure ou c'est Daguerre? L'équipe qui entoure Nassour, elle a été constituée conjointement entre Daguerre, Nassour, moi-même, et puis des discussions qu'on a. Et l'équipe n'est même pas définitive, entre guillemets, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut faire évoluer, même dans le camp d'entraînement, rajouter de la spécificité, enlever de la spécificité. On fait évoluer le camp vraiment pour que l'idée du camp, c'est qu'il soit construit de manière sur mesure pour Nassour par rapport à ses besoins. Et donc, si à un moment on doit faire évoluer, diminuer la boxe anglaise, augmenter la boxe anglaise, diminuer le Muay Thai, on fera les adaptations qui sont nécessaires. Et donc l'équipe aujourd'hui qui t'entoure, c'était plus une demande d'avoir ces personnes-là, un choix ou plus une évidence? Est-ce que l'équipe qui entoure Nassour est une demande, un choix ou une évidence? Je pense que c'est un choix. Je pense que pour certains, c'est une évidence. Après, il ne faut pas oublier dans cette équipe, on parle beaucoup des différents coachs qu'il y a. Il y a aussi les différents sparring partners. Et moi, je suis assez fier des sparring partners qu'on a réunis parce que quand je vois Ahmed Salamov, qui est le frérot de Nassourdine, celui avec qui il a travaillé sur tous ses premiers combats UFC, qui est là sur le camp d'entraînement et qui tous les jours se dédie à Nassour pour qu'il soit là et qu'il puisse l'entraîner de la meilleure des façons. Quand je vois Soeb et Eliane, qui sont super pour la boxe anglaise et la partie pied-point, quand je vois Thomas Loubersen qui vient aider, on a des sparring qui sont world class, qui sont super qualitatifs, mais qui ont à cœur de faire progresser Nassour et qui ont à cœur de le faire progresser dans les bonnes conditions. Et ça, ouais, je suis assez fier de cette équipe, non seulement de coach, mais aussi de sparring. Comment travaille-t-on au quotidien avec Nassourdine? On passe plus de temps à le pousser ou à le freiner? Nassour, il a 2 vitesses. Il a la vitesse très très lente de l'échauffement, parce qu'il ne veut pas s'échauffer. Et ensuite, il a la vitesse méga rapide du sparring. La vitesse entre les deux, la vitesse intermédiaire, le 60, 70, 80%, ce n'est pas trop une vitesse qui lui plaît. Il aime aller à 100% ou en gros pas faire ou pas trop faire. Donc c'est entre les deux. Moi, la façon dont je construis les entraînements et même la semaine, ce n'est pas que pour le combat de Dolidze. J'essaye de viser ce qu'on va atteindre pour le top 5, le top 3, le top 1 de la KT et voir comment on peut mettre en place une semaine de travail qu'on va pouvoir pérenniser et sur lequel on va pouvoir le faire progresser dans le temps sur ce dont il a besoin de progresser. Et en fait, sur Nassour, ce qu'on a, c'est beaucoup de réglages.
des petits réglages. Tiens, à ce moment-là, on pourrait bouger un peu plus la hanche. Tiens, la bataille du poignet ici, on pourrait mettre le bras ici. Et donc, c'est plein de petits réglages. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il est à très haut niveau, mais il y a encore une grosse marge de progression. Et il écoute énormément, ce qui est rare quand on est à ce niveau-là, et il modifie les choses très rapidement. Donc nous, ça fait 2 semaines qu'on a commencé le camp d'entraînement, et il y a déjà beaucoup de petites choses qui ont changé, mais à notre échelle qu'on constate et qui créent un gros changement sur la physionomie générale du fight. Tu penses qu'avec Nassourdine, il faut plus travailler ses points forts ou ses points faibles? Comme tous les athlètes, il faut d'abord miser sur les points forts, parce qu'on gagne un combat avec ses points forts. On ne gagne pas un combat avec ses points faibles. Donc, il faut miser sur ses points forts et faire en sorte de pouvoir utiliser ses points forts. Et en fait, il faut gommer les points faibles de façon à ce que ces points faibles-là, ils ne nous empêchent pas de briller sur nos points forts. Mais il faut réussir, c'est ça le but d'un combattant, c'est de réussir à imposer son poids fort dans le combat. Et c'est comme ça qu'on gagne un combat, à haut niveau. On disait au départ que Nassourdine était un petit 84 kg. Qu'en est-il aujourd'hui? Nassour est encore un petit 84 kg. Je pense que pour que Nassour se transforme en gros 84 kg, ça va nous prendre quasiment 1 an. Sur ce camp, on va essayer de commencer la phase de régime beaucoup plus tard et donc d'avoir un cutting qui est plus important pour avoir un rebond qui est plus important parce qu'on sait que Dolidze, c'est un très gros 84 kg, c'est un ancien 93. Je pense que le jour du fight, à mon avis, il n'est pas loin des 100 kg le jour du fight. Un petit peu moins, mais pas loin. Et donc, moi, mon but, c'est qu'on commence le régime le plus tard possible, qu'on ait un cut qui soit le plus ample possible, de façon à ce qu'il soit le plus lourd possible dans la cage. Lourd, mais performant, bien évidemment. Mais après, pour le transformer vraiment et en faire un gros 84 kg, je pense que ça va nous prendre quasiment 1 an. On va revenir sur l'année 2023 de Nassour qui est très frustrante. Déjà, il y a le combat en lourd léger contre Strickland alors qu'il devait prendre Gastelum. C'était quand même un gros piège, Strickland. Strickland, alors le combat de Nassour contre Strickland, c'est un énorme piège. Premièrement, il le prend, il y a facilement 10 kg d'écart entre les deux. Deuxièmement, tout le monde sous-estime Strickland à l'époque parce qu'il a perdu contre Cannonier, parce que son style n'est pas très prévisible et pas beau à voir. Donc on ne sait pas qu'il va être capable de performances telles que celles qu'il a faites ensuite contre Easy, Israël Adesanya. Donc on ne sait pas ce niveau-là en striking de Strickland. Et en plus, Nassour vient de préparer tout un camp d'entraînement contre un lutteur. Donc ce n'est pas un camp d'entraînement dans lequel il a fait beaucoup de boxe. Et après, il y a même d'autres ajustements dont on ne parlera pas forcément face caméra, mais qui pour moi sont essentiels pour que Nassour puisse battre Strickland. Donc il y a pas mal de petits détails comme ça. Maintenant, quand on regarde la performance avec le recul et qu'on voit ce que Strickland fait aujourd'hui, on se dit « Ok, finalement, cette performance-là, elle n'était pas si ridicule que ça. Elle était très, très honnête. Et on peut être, je ne veux pas dire on peut être fier de cette performance, mais en tout cas, elle replace la performance dans un contexte qui est un peu différent de celle dans laquelle elle s'est passée dans un premier lieu. » Tu dirais que cette performance, elle est positive ou frustrante? Je dirais que la performance, elle est frustrante parce que j'aurais aimé une négociation de catchweight peut-être au lieu de vraiment un combat à 93 kg parce que Nassour n'était pas prêt et parce qu'un combat, quand il est fait, la seule chose qui reste, c'est le résultat de ce combat. Donc c'est frustrant. Si on regarde les 2 combats que Nassour fait en 2023, ces 2 performances qui sont… Il y a une performance qui est incroyable, la performance contre Curtis, c'est une domination, c'est une masterclass. Il l'amène 3 fois au sol sans aucune difficulté alors qu'il n'avait jamais été amené au sol. Il le surclasse en pied-point. Donc c'est une performance de dingue, mais qui finit par un no contest. Et puis contre Strickland, c'est quand même une belle performance. Pas aussi bien que ce qu'on voudrait, mais c'est quand même une belle performance. Contre un mec qui a 10 kg de plus, dans un short notice, quand il n'est pas préparé contre, et on sort avec une défaite. Et donc finalement, sur le papier, ce n'est pas une belle année 2023, alors que concrètement, sur le plan sportif, on peut dire que Nassour, en termes de performance, il n'a pas fait une mauvaise année 2023. Et nous, notre but en 2024, c'est de dire, OK, on a pris toute cette expérience de 2023, on a pris tout ce savoir que tu as accumulé, et maintenant, on va vraiment s'en servir pour briller et montrer au monde que ta place dans le top 10, dans le top 5, dans le top 3, elle est pour toi. La configuration contre Dolidze, comme tu as dit que il descend des 93, est-ce que ce sera à peu près la même que contre Strickland? Est-ce que la configuration de Dolidze contre Nassour est la même que Strickland contre Nassour? Je ne pense pas du tout. Premièrement parce qu'il y a une pesée qui est faite à 84 kg, donc quand bien même il remonte après cette pesée,
il y a une pesée, donc ça fatigue, et puis ensuite il faut faire le rebond. Donc il y a une limite dans la quantité de poids que tu peux reprendre juste après. Et puis deuxièmement, on est prêt pour Dolidze. Dolidze, moi j'ai regardé l'ensemble de ses combats, j'ai regardé l'ensemble des combats de Nassour, on sait exactement ce qu'il fait bien, on sait ce qu'il fait moins bien, donc on est prêt à affronter Dolidze. Et donc on sait à quoi s'attendre, on sait qu'il est dangereux, très dangereux avec ses poings, très dangereux au sol. Et on est prêt pour ça et on se prépare pour ça au quotidien. Donc non, vraiment, c'est vraiment une configuration qui est différente que celle contre Strickland. Nassourdine a pas mal été critiqué après la défaite, surtout contre Strickland. Tu sais si ça l'a touché? Je pense que quand on est critiqué après une défaite, ça nous touche forcément, surtout qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent être très violents. Les réseaux sociaux comme Twitter, parfois sur YouTube, tous les réseaux sociaux où il y a de l'anonymat, ça peut être très violent. Après, la chance qu'on a, qu'ils ont, je vais dire même plutôt, les combattants de manière générale, c'est que en général, quand ils croisent les gens dans la vraie vie, les gens sont cool, les gens sont gentils, les gens sont souriants et les gens donnent de la force. Il faut réussir à créer une distance entre soi et les réseaux sociaux. Si on ne le fait pas et qu'on est une figure publique, comme sont les combattants aujourd'hui, eh ben on peut tomber dans une dépression, on peut tomber dans des moments qui sont très difficiles. Et je pense qu'aujourd'hui, un combattant, il doit apprendre à gérer son image médiatique et à gérer la distance qu'il met entre lui et les réseaux sociaux. Donc son année, c'est Gastelum, il prend Curtis, qui sont à peu près classés comme lui, certains même Curtis en dessous. Il devait prendre Aliskerov, l'un des meilleurs non classés de l'UFC. À chaque fois, Nassourdine avait beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Est-ce que ce sont des combats plus stressants que les autres? Le combat qui était prévu entre Aliskerov et Nassour, pour moi, c'est un combat dans lequel Nassour, il n'avait vraiment rien à gagner, quoi. On a un mec qui est fort, pour moi, Nassour bat, mais qui est fort. C'est un risque. Et mis à part la carte, qui était sur une belle carte à l'UFC Abu Dhabi, et l'activité, ce n'est pas un match sur lequel il y a beaucoup à prendre. Ça ne le fait pas monter dans le classement, etc. Le combat contre Dolidze, au contraire, je trouve que c'est un combat qui est très intéressant. Ça nous place contre quelqu'un qui a 6-2 à l'UFC, donc un beau palmarès, quelqu'un qui est un vétéran de l'UFC, quelqu'un qui est mieux classé que Nassour. Et je pense qu'avec ce combat, Nassour il a l'opportunité de faire une belle entrée dans le top 10 et puis ensuite d'aller taper un top 5. Et ça, c'est le parcours qu'on souhaite pour lui. Tu penses que c'est un combat qui peut changer sa destinée à l'UFC? Je pense que le combat contre Dolidze peut changer sa destinée à l'UFC. Surtout si la victoire se fait de manière fracassante. Passer d'un non classé à un top 7, c'était comme si au foot, en fait, tu passes du maintien à la Coupe d'Europe. Je pense que de manière générale, il faut se méfier des classements. C'est-à-dire qu'Aliskerov, effectivement, il n'était pas classé. On ne sait pas comment il va être classé dans 6 mois ou 1 an. Et je ne pense pas que son niveau il va exploser entre 6 mois et 1 an. Je pense juste qu'on va quantifier son niveau. Et donc, Aliskerov, ce n'est pas forcément un combat qui est plus facile que Dolidze. Par contre, c'est un combat qui a plus de reward, qui a plus de récompenses, le combat contre Dolidze, que le combat contre Aliskerov. Et je trouve ça très intéressant. Il me semble que c'est Sean O'Malley qui disait ça. Et Sean O'Malley disait ça, et Cédric Doumbé le fait très bien. L'idée d'un combattant, c'est d'avoir le maximum de bénéfices pour le minimum de danger. Quand Cédric Doumbé il affronte Jordan Zebo, le danger qui est en face de Cédric Doumbé, Jordan, j'adore Jordan, hein, mais il y a un danger d'un combattant qui a 4-0, qui n'a pas une grande expérience, qui n'est pas énorme, mais par contre il y a une fame et il y a une récompense monétaire, il y a une récompense médiatique qui est énorme. Et Cédric Doumbé, il l'a bien compris, c'est-à-dire qu'il a réussi à placer un combattant qui n'a pas beaucoup d'expérience, contre lequel lui, il met toute son expérience, son savoir, etc. Il gagne le combat, lui, il se fait de l'expérience, mais en plus, il gagne un maximum d'argent et de récompenses médiatiques. Et Sean O'Malley, c'est ce qu'il a fait, même si ensuite il a prouvé qu'il avait le niveau, comme Cédric Doumbé peut dans l'avenir prouver qu'il a le niveau. Mais je pense qu'un combattant, s'il arrive à faire ça, s'il arrive à combattre et avoir le maximum de récompenses pour le minimum de danger, c'est tout bénef pour lui. Dolidze alors, est-ce que c'est un danger? C'est vraiment un très bon client. Est-ce que tu peux nous en parler? Dolidze, il est extrêmement dangereux sur 2 points. Premièrement, il peut assommer un cheval avec sa droite, avec sa gauche. Il frappe très très fort sur les points et on le voit, il y a une raison pour laquelle les mecs ils reculent ou ils changent de niveau et ils vont lutter avec lui, c'est parce qu'il frappe très très fort avec les points. Donc il frappe très très fort. Et 2, il a un jeu de soumission en chaîne à partir du sol qui est fantastique. Il démarre avec son coude, il passe sur le juji, il passe sur le triangle inversé, il passe sur le knee bar, il passe sur le calf. Et quand il est au sol et que vous êtes dans sa garde, il est extrêmement dangereux et en quelques secondes, il peut soumettre des mecs comme Phil Hawes,
comme Jacques Emerson, qui sont des mecs qui sont super solides, profil lutteur, donc normalement c'est assez dur à soumettre, et lui, en quelques secondes, il peut les soumettre. Donc extrêmement dangereux au sol, extrêmement dangereux debout, surtout à mon avis, dans les premières minutes du combat, là où il va frapper très fort. Quand le temps va s'écouler, quand le combat je pense qu'il va devenir moins dangereux, notamment moins dangereux avec ses points. Et comparé à Strickland, est-ce que tu penses que c'est le combattant le plus complet que Nassour ait jamais affronté? Est-ce que Roman Dolidze est le combattant le plus complet que Nassour ait affronté? Je ne sais pas. Parce qu'il est très dangereux avec ses points, mais ce n'est pas un striker exceptionnel. Il est dangereux, il frappe fort. Ce n'est pas un striker exceptionnel. Il est très dangereux au sol, mais ce n'est pas qu'il a un jeu méga complet au sol, c'est que sur le point sur lequel il t'amène, c'est-à-dire la garde fermée, il est très très fort. Et en fait, pour moi, Dolidze, c'est surtout un combattant qui n'a pas forcément énormément d'armes, mais qui utilise très très bien les armes qu'il a. Son contrôle cage, son crochet du bras avant, crochet du bras arrière, et son jeu de soumission en chaîne à partir du sol. Est-ce que vous avez identifié des points faibles chez Dolidze? Oui. En quoi tu vois Nassourdine supérieur à lui? Je pense que Nassourdine, si on met Roman Dolidze et Nassourdine dans une cage ici, à l'entraînement, je pense que Nassourdine, il est supérieur à lui dans tous les domaines. Maintenant, dans la réalité du combat et des fractions de secondes et du fait qu'on n'a pas le droit à l'erreur, c'est un jeu de statistiques. Le combat de haut niveau, c'est un jeu de statistiques. C'est combien de fois tu te fais avoir versus combien de fois c'est toi qui l'as. On est obligé d'éviter certaines zones de combat, on est obligé de privilégier certaines zones de façon à maximiser nos chances de gagner. Voilà, si on était à l'entraînement et Roman il serait là, j'aurais peur de lui globalement dans aucun domaine. Comme on est en combat et qu'un coup ou qu'une soumission suffit, eh ben on est obligé d'être très vigilant pour mettre toutes les chances de nos côtés de gagner ce combat. Qui décide du game plan? Le head coach et le combattant. Mais attention, c'est important parce que parfois j'entends le head coach, il ne peut pas décider tout seul. Déjà, le head coach, il doit décider en fonction de la boîte à outils du combattant. Je ne peux pas décider d'un game plan sur des armes que Nassourdine ne maîtrise pas. Et maîtriser une arme, ça ne veut pas dire la maîtriser ici, c'est-à-dire la maîtriser dans la cage. Tout à l'heure, je t'ai dit que la première des choses que j'ai fait, c'est de regarder l'ensemble des combats de Nassourdine et de regarder ce qu'il faisait dans la cage. Je dois me baser sur ce qu'il est capable de faire dans une situation de stress qu'est le combat. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, le truc le plus proche que j'ai de cette situation de stress, c'est le sparring dur qu'on est capable de faire. Et donc, nous, on fait des sparring avec plusieurs partenaires et je vois ce qu'il est capable de faire. On filme les sparring et je vois ce qu'il est capable. Et le game plan, il est construit par moi dans un premier temps. Ensuite, il est étudié et modifié par rapport à ce qu'on constate dans les différents sparring. Ensuite, il est mis sur papier et ensuite, il est transmis à l'ensemble des coachs pour que chacun comprenne, OK, en boxe anglaise, voilà ce qu'on a besoin, en Muay Thai, voilà ce qu'on a besoin, en lutte, voilà ce dont on a besoin. S'il gagne ce combat, tu penses que ça effacerait toute la frustration cumulée dans l'année 2023? Moi, je suis quelqu'un qui va vers l'avant. Donc, quand je pense à 2024, je pense à tout ce qu'on peut faire en 2024 et je ne pense pas à tout ce qui n'a pas été fait en 2023. À partir du moment… Sean Strickland, il a gagné la ceinture. On a oublié que Sean Strickland, à son palmarès, il a… je ne sais pas combien de défaites. On a oublié son KO contre Pereira, on a oublié sa défaite contre Cannonier. Ce qu'on se souvient, c'est que Sean Strickland, il a la ceinture. Et aujourd'hui, à l'UFC, dans les KT à haut niveau, la plupart des combattants ont pris des défaites. Islam Makhachev, on oublie sa défaite par KO. Parce qu'aujourd'hui, il a la ceinture, parce que son dernier combat, il a mis un KO contre Volkanovski. Donc, on oublie qu'il a pris un KO dans sa carrière. Et donc, à partir du moment où Nassourdine fait l'année 2024 qu'il peut faire, personne ne va continuer à penser à l'année 2023. Il n'y aura pas d'utilité de penser à ça. On pensera plutôt à qu'est-ce qui va se passer en 2025, comment il va, où il va aller, qu'est-ce qu'il va faire, qui il va affronter, quelle performance il va faire. C'est à ça qu'on va penser. Et justement, pour le début de l'année 2024, s'il bat Dolidze, qui a un top 7, est-ce que ce serait le Français le plus proche de la ceinture UFC? Si Nassourdine bat le Dolidze, est-ce qu'il est le plus proche de la ceinture UFC? Je ne pense pas. Je pense qu'on a Manon Fiorot, qui est la plus proche, sans aucun doute possible, de la ceinture UFC. Ensuite, on a Cyril Gane, parce qu'on est quand même dans une catégorie avec peu de combattants de haut niveau. Il ne faut pas oublier aussi,
bah, qu'on met en avant le MMA français. Donc Cyril il a toutes les chances de redisputer une ceinture ou un combat de première place pour la ceinture. Mais derrière Manon et derrière Cyril, je pense qu'on aura Nassour à voir, parce qu'il y a Benoît Saint-Denis qui se rapproche aussi, dans une catégorie encore plus dense, à voir lequel. Mais oui, je pense qu'on peut avoir, c'est ça qui est important en vrai, c'est pas qui est le plus proche, mais on peut avoir en 2024, on peut avoir 4 Français très proches de la ceinture, ou 3 ou 4 Français qui pourraient disputer une place de numéro 1 contender ou de la ceinture UFC en 2024. Ce n'est pas quelque chose d'inimaginable. Dans le meilleur des scénarios, ce n'est pas quelque chose d'inimaginable. Tu parlais justement de catégorie dense de celle de BSD. Celle de Nassourdine, elle est un peu vieillissante. Là, le main event, c'est Strickland, pour la ceinture, c'est Strickland Duplessis. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen dans cette catégorie? Je pense qu'elle a été vieillissante. Je pense qu'elle se renouvelle en même temps avec des gens comme Duplessis, justement. Est-ce qu'il y a moyen dans la KT? Oui, je pense qu'il y a moyen. Et je pense qu'il y a moyen, pas forcément parce qu'elle est vieillissante, je pense qu'il y a moyen parce que Nassourdine est très fort. C'est pour ça qu'il y a moyen. Par contre, s'il perd, il risque d'affronter de nouveaux combattants classés plus bas que lui et perdre énormément de temps avant de pouvoir remonter. Exactement. Est-ce que Nassourdine a conscience de l'importance de ce combat? Je pense que tout combattant a conscience de l'importance d'un combat. Et un peu comme tu me posais la question tout à l'heure, tu me disais, est-ce que tu as la pression d'être head coach pour ce camp? La pression du combattant de redescendre dans le classement, c'est un jeu auquel il est soumis au quotidien. Le combattant, il faut comprendre que le combattant, c'est quelqu'un qui fait un all-in à chaque combat. À chaque fois qu'il se met en public dans une cage, il fait un all-in sur sa réputation, sur sa carrière. On est toujours aussi bon que son dernier combat. Et donc, un combattant, quand il rentre dans la cage, il prend le risque de prendre un KO ou une soumission et que tout le monde dise « Ah ouais, en fait, on pensait que tu étais fort, mais en fait, tu es nul parce que tu as pris un KO ». Et ça, c'est le risque qu'un combattant il est prêt à faire à chaque combat. Mais il prend ce risque sans… C'est la petite folie du combattant, sans être conscient de prendre ce risque. Il rentre dans la cage et il dit « Moi, je pense que je vais gagner, donc je fais all-in et je vais vous montrer que je suis plus fort que ce gars-là. » Et parfois, ça marche et parfois, ça ne marche pas. Est-ce qu'il se met la pression? Nassourdine, il se met la juste pression. La pression qui fait que tu t'entraînes dur, mais pas la pression qui fait que tu dégringoles et tu cèdes sous cette pression. En quoi c'est une bonne pression selon toi? C'est une pression positive parce que c'est une pression, la pression que Nassourdine se met, c'est une pression positive parce que c'est une pression qui lui permet d'aller de l'avant. C'est une pression qui lui permet de venir à l'entraînement et de se donner à fond. C'est la pression de vouloir performer pour sa famille, pour son camp d'entraînement, ses coachs et puis pour son public français qui attend beaucoup de lui. Mais c'est une bonne pression, c'est la pression qui fait travailler. Et dernière question, ses frères continuent de dire que Nassourdine finira par décrocher la ceinture de l'UFC. Est-ce que toi, t'en es persuadé? Je pense que c'est possible. Je pense qu'effectivement, Nassour, il peut aller chercher la ceinture UFC. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.